Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rage 2D. Aujourd'hui, petit setup un peu, pas mal, très particulier. Pour ceux qui sont avec nous en vidéo, vous remarquez que je ne suis pas du bon côté de l'écran. Non, on n'a pas la berlue. Aujourd'hui, on a la chance, le privilège d'avoir avec nous Samuel Gervais, que certains reconnaîtront comme Rufus du parquet, qui sera maître du jeu pour la partie. Salut Sam, Salut Félix. ça va bien? Oui, très heureux d'être de ce côté-ci de l'écran pour pouvoir partager ma passion pour des Genesis. Ben oui, c'est ça, exact, hein, parce qu'aujourd'hui, chers habitués de Rage 2D, on fait un tout petit détour dans un autre univers de jeux de rôle pour vous proposer une aventure particulière. Je fais tout de suite un disclaimer. Le jeu auquel on joue aujourd'hui s'appelle The Genesis, et outre le fait que c'est un jeu incroyablement intense, riche et si fantastique à jouer, c'est peut-être pas pour les cœurs sensibles. Alors, si vous aviez l'habitude d'écouter Rage 2D avec vos enfants, on déconseille la partie pour les personnes de moins de 18 ans. Pas nécessairement que ça va être toujours de la grosse violence hardcore ou des thèmes difficiles, mais bon, cœur sensible, s'abstenir. Euh, Sam, tu nous fais découvrir tout qu'un univers aujourd'hui. En quelques mots de Genesis. Bien, premièrement, c'est un free-to-play, donc il est disponible entièrement là, sur Internet. Là, donc, tous les ouvrages créés par Six More Vodka sont disponibles là. Puis, sinon, c'est un univers qui est stipulé comme étant Primal Punk. Donc, nous sommes dans un univers dans lequel on peut retrouver autant une technologie datant des années futures à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on parle vraiment de technologie très puissante ou pointue. Puis, autant qu'à la sortie d'une ville, on peut rencontrer des tribus plus cannibales ou plus primales et animistes qui peuvent résider à l'intérieur de cet univers-là. OK, le mot cannibale m'a pas donné du tout l'envie de jouer cette partie aujourd'hui. Alors ouais, sans plus tarder, lançons-nous dans ce premier épisode de notre special one-shot de Genesis. Nous sommes en 2595, dans un monde ravagé par un cataclysme planétaire arrivé il y a plus de 500 ans. Aujourd'hui, la Borca, seule région épargnée par l'impact direct des météorites, tente désespérément de retrouver sa grandeur d'antan. La plus grande métropole du monde connu, Justitienne la Juste, s'élève de la poussière rouge, solitaire et toute puissante. Au-delà de ses limites, un paysage foudroyé se déploie, érodé par les ravages du temps, recouvert de cendres froides et de saleté. On appelle cette zone les Désolations. Ce sont les restes de Borca, un cimetière de grandeur révolue, brisé, pulvérisé et démonté. Les humains hantent ce désert rouillé d'acier et de béton, retraçant les lits de rivières asséchés d'une colonie à l'autre. Ils creusent les merveilles d'un passé lointain dans l'espoir de trouver quelque chose de révélateur. Cependant, leur avenir ne réside pas dans les déchets de l'histoire, mais bien dans leur énergie infinie qui aspire à un avenir meilleur. En Borca occidentale, les cultes dévoués à la civilisation et à l'ordre s'épanouissent au cœur de ce chaos, en établissant leur règne avec le feu et l'acier. Mais tout le monde ne plie pas le genou. Ceux qui ne s'inclinent pas devant leur force doivent fuir sous terre où ils mourront dans une grêle de plomb. Au début du printemps, une brigade de juges parcourait les bordures des désolations afin d'assurer la protection des citoyens résidant dans leur zone d'influence. L'hiver, maintenant chassé par la température clémente, a laissé place à une nouvelle ruine, une embouchure au cœur des désolations. Découverte par les juges, nettoyée par les juges, protégée par les juges. Après avoir éliminé toute menace, ils dépêchèrent une bande de ferrailleurs, tirés à la volée, afin de démanteler les lieux et ainsi garantir la croissance de leur cité. La bande de scavengers s'engouffre jour et nuit pour y faire remonter du matériel. Triage, démantelage, réparation et excavation sont ses tâches quotidiennes. C'est un travail banal qui rapporte peu, mais qui donne un sens à ce misérable monde dévasté. Depuis 2 semaines, Kif Skyper descend au cœur de cette récente ruine,
Dans ses profondeurs, il oublie presque les regards d'horreur que lui rend la civilisation. Toujours à la recherche du coupable qui l'a défiguré quelques années plus tôt, Kif ne refuse jamais une opportunité pour multiplier ses drafts, une monnaie d'échange indispensable pour délier les langues ou encore les faire taire à jamais. Kif Skyper, bienvenue dans The Genesis. Très cool. On te retrouve au petit matin. Le vent qui accapare une grande partie des désolations. Et tu te fais réveiller par la fin du quart de nuit du restant des scrappers qui travaillaient lors de cette nuit dans les désolations. Dès ton réveil, ta langue, ton nez est déjà rempli de poussière rouge rouille, puisque la totalité des désolations se situe dans cette déjection, destruction même de la civilisation que l'on connaît. Tu te trouves à quelques jours de Justicienne, très très loin au nord dans les terres, afin de pouvoir dépecer cette nouvelle ruine, trouver le matériel qui est présent, ramener les plaques de tôle, les métaux, les différents matériaux que vous pouvez trouver à Justicienne pour les faire refondre ou encore pour fortifier la grande cité. Ce matin-là, c'est un matin qui se répète depuis près de 2 semaines. On est dans les derniers milles. Il reste peut-être quelques jours, peut-être même quelques heures, si vous êtes assez chanceux, s'ils ont assez avancé au courant de la nuit. Tu te fais réveiller par Bullock, qui simplement te pousse légèrement par l'épaule, connaissant ton caractère farouche, un peu plus matinal, sans jamais te croiser, sans jamais croiser le regard. C'est l'homme avec qui, lorsque tu sors de ta matinée, va aller prendre ta couchette pour être capable d'éviter tous les espacements. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a une chambre dans un camp de travail de ferrailleur. Donc, à partir du moment où est-ce que tu te lèves, il va entrer à l'intérieur de ta couchette. Ce que tu aimes particulièrement de Bullock, c'est une seule chose, et c'est qu'il est très propre de sa personne. Et par très propre, je veux tout simplement dire qu'il rajoute une couverture sur la couchette afin de ne pas laisser de bave sur l'oreiller supplémentaire ou d'autres facettes de sa saleté pouvant avoir été accumulées au courant de sa ruine. Propreté niveau de Genesis. Propreté niveau de Genesis. Donc, Kif Skyper, j'aimerais que tu puisses être en mesure de soit te décrire pour les bénéfices des auditeurs, puis aussi m'expliquer un peu quelle sera ta routine matinale avant de pouvoir descendre au cœur de ces ruines et d'excaver peut-être pour les dernières heures le reste du matériel pour enfin quitter ce lieu près des désolations. Ok. Je vais décrire mon personnage en fonction de sa routine du matin. Kif s'extirpe de sa couchette, va rattraper ses longs cheveux sales dans une grosse queue de cheval qui retombe derrière sa tête. Il a décidé depuis l'attentat qui l'a défiguré il y a quelques années de ne plus jamais se couper les cheveux. Donc il y a une longue tignasse très sale. Certaines couettes sont quasiment comme des dreadlocks, là, tellement ils sont imprégnés d'une saleté. Il y a un gros morceau de tissu qui ressort ses cheveux. Il met ses grosses bottes de cuir, secoue ses pantalons, ajuste un petit chandail, une veste de cuir très usée au niveau des coudes, sur lesquels il a rajouté quelques pointes de métal, un peu un style, un vieux rockabilly. Extirpe de ses poches un mouchoir avec lequel il mouche la poussière dans son nez.
déflagration qui a défiguré Kif lui a coupé une partie de son nez, puis a ouvert une partie de sa bouche, toujours exposée. Les dents sont jaunies, noircies, les gencives très endommagées. Il va donc essuyer le pourtour de sa bouche qui a dû couler un peu pendant la nuit, la salive, essaie de se nettoyer, secoue le mouchoir, le remet dans ses poches, puis il va prendre un bandana qu'il va placer sur son visage pour se défendre contre la poussière et l'environnement hostile. Je saisis mon fusil de chasse, avec lequel je dormais pas trop loin. Je prends le couteau sous mon oreiller que je replace à ma ceinture. Je rajuste mon équipement. Je fais signe à Bullock. Puis je me dirige vers les rues. Parfait. Comme tout bon matin, il y a 2 juges qui sont disposés à faire les patrouilles, sont toujours là à l'extérieur. L'un qui s'occupe de l'organisation du campement et de sa protection, tandis que l'autre est à l'entrée de cette ruine. Et c'est immanquable. Lorsque tu sors un peu de l'endroit où est-ce qu'il y a les différentes couchettes, il y a une deuxième tente qui est là, où est-ce qu'il y a différents scrappers qui rentrent et qui sortent, soit pour rentrer dans la mine ou encore entrer à l'intérieur de cette grande tente-là, dans laquelle il y a des toiles plus de cuir très très lourdes qui battent au vent pour protéger la plupart des gens se trouvant à l'intérieur. Il y a à peu près une demi-douzaine de ferrailleurs qui sont attablés et qui mangent la nourriture du petit déjeuner, qui est une bouillie très liquide, assez chaude, de blé condensé, du germe de blé qui a gonflé dans cette eau bouillante, dans laquelle la cuisinière Marisha a écrasé de nombreux cafards pour mélanger à l'intérieur de cette bouillie, pour être en mesure de soutenir les hommes et les ferrailleurs qui sont présents. Ce soir, tu sais très bien qu'il y a une partie de l'équipe de jour qui vont aller à la chasse pour être en mesure de ramener de la nourriture. C'est ce qui se passe dans les journées de congé. Tu as eu la chance d'aller à la chasse aussi auparavant, dans laquelle ça a été fructueux pour ramener une pièce de Gendos, qui est un animal très très massif, un mélange un peu, un hybride entre un loup et peut-être une hyène. Donc quelque chose avec un grand poitrail, d'énormes dents, une coupe assez hirsute. Donc c'est un des animaux que l'on retrouve dans les désolations, qui peut nourrir quand même une bonne partie d'un campement et donner de la viande aux hommes. Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et de prendre un repas, ou bien you're on duty puis tu te diriges vers les ruines? Je prends dans la file de la cantine ma ration. Je commence à la manger un petit peu. Puis Kif est un être assez maigre, rachitique, comme s'il n'est pas trop à la vie non plus après le dur événement qu'il a vécu. Puis je prends le réflexe de prendre une partie de ma ration, puis sans trop prendre le temps là-dessus DM, je la remets à probablement l'un des autres scrapers à qui je veux essayer de soutirer plus tard des informations, des avantages. Chaque occasion d'acquérir des ressources pour moi est une occasion de gagner des secrets ou des connaissances auprès de quelqu'un d'autre à qui je dois quelque chose. Parfait. Pour les bienfaits de la situation, tu vas avoir donné la moitié de ta ration à Big Sven, Big Sven. un colosse. Euh, et il a toujours apprécié ce caractère un peu de ta part. Pour lui, il le voit pratiquement comme, non pas comme de la soumission, mais tu sais, il te voit comme un être rachitique, petit. Tandis que lui, qui est en pleine posture, se promène souvent avec de grands outils servant à plier le métal. Il y a même une grande l'espèce de lance qui utilise pour de la soudure et démonter les grands panneaux de métal, qui est capable de prendre de ses mains et de déplacer. C'est réellement l'homme fort du groupe de ferrailleurs qui est présent à maintes reprises, et tu sais qu'il est un atout considérable là, dans les désolations. Donc, il prend ta ration, il se trempe les doigts à l'intérieur, puis il mange sans utiliser ses ustensiles. Merci, Kif.
Ça fait toujours plaisir d'avoir une partie de ta ration. Le plaisir est pour moi, Big Sven. Le plaisir est pour moi. Tu sais, je fais ça pour être dans tes bonnes grâces. Et après tout, c'est toi qui... c'est toi qui fais le plus gros du travail ici. Donne une tape dans le dos. Ouais, Kif. Tu sais, faut pas être trop humble. Ici, c'est soit qu'on crève ou c'est soit qu'on est fort. Et moi, j'ai pas l'intention de crever, hein. Non, sinon tu serais déjà, hein, le cafard. Tu sais, lorsqu'on sera de retour à Justicienne, on pourra aller se prendre un bon verre. Ça te dirait? J'y compte bien. Mais pour l'instant, le travail m'appelle. Allez. On se revoit dans les ruines. Tu vois qu'il mange goulûment. Il va chercher les quelques pattes de cafard peut-être qui sont collées au fond de ce bol. Puis le mange avec avidité. Dès que tu sors du campement, pas du campement, là, mais de la grande tente là, à laquelle où est-ce que les gens s'alimentent, euh, tu te diriges tranquillement vers l'embouchure des nouvelles ruines. C'est immanquable. Juste à ta gauche, il y a une grande grue. Euh, Peut-être d'à peu près, on va dire, 2 mètres et demi, 3 mètres, qui a été apportée là avec de nombreux chevaux, qui sont là et qui s'abreuvent avec de l'eau, qui est une... Tu sais, les chevaux sont pratiquement mieux traités que vous en tant qu'humains, puisqu'ils sont des bêtes de trait, ils apportent le matériel, ils apportent une certaine sécurité. Et ils sont sous la protection également des juges qui utilisent ces chevaux-là, oui, comme ressources, mais également comme pour asseoir leur domination et leur pouvoir à l'intérieur des désolations. C'est assez grand, cette grue qui fonctionne avec un grand câble d'acier qui claque, qui tire le matériel des profondeurs de cette ruine et il est opéré, en tout cas celui qui opère la grande grue est un Chroniclers très peu loquace que l'on appelle Zoom. À partir du moment où est-ce que le matériel sort de cette grande embouchure, il est toujours le premier à se diriger et à faire le tri entre les nombreux câblages, plaques de tôle ou encore pièces informatiques pouvant être encore d'une quelconque utilité pour le culte des Chroniclers. Donc, pendant qu'il est en train d'extirper la plupart du matériel, il y a, juste à l'embouchure, qui supervise l'opération, une grande juge euh, assez froide, aux épaules très musclées, les cheveux très courts, ses lunettes fumées noires, son grand côte de cuir est laissé sur le côté puisque déjà la chaleur de la journée s'annonce quand même assez chaude et sec à l'intérieur des désolations. Et immédiatement, lorsqu'elle te voit, elle te fait signe d'attendre. Juste de laisser le temps de remonter la totalité du matériel avant de pouvoir descendre à ton tour. Ça ne sera pas long, Kif. Il y a encore beaucoup de matériel à remonter. Pas de problème, patron. Tu la reconnais comme étant Christina Junker. La nuit a été payante? C'est ce que l'on va voir. Et peu de temps après, il y a une grande plaque remplie de détritus qui remonte à la surface. Elle regarde, puis elle prend le temps rapidement de regarder. Il y a un corps également qui est sur la plaquette. Elle l'extirpe et elle le sort. Puis elle crie à Zoom de l'autre côté. Nous en avons encore perdu un. Tu vois que ce sera une paix plus grande pour la plupart des autres. Puis il fait juste cocher. Puis tu vois que la moitié du corps du Scrappers en question est écrasée sous une plaque
qui a probablement eu un petit éboulement ou encore il s'est laissé coincer avec un morceau de toit du plafond qui est tombé. Un Scrappers que tu as parlé à peine, un nouveau, très jeune, probablement il n'avait pas encore 18 ans, puis un peu imprudent, qui croyait être en mesure de passer à travers toute, toute, toute cette aventure. Il a probablement prêché par excès de confiance et il a laissé sa vie. Je sors un petit calepin, juste du flavor. Là. Je sors un petit calepin puis un tout petit crayon. Puis je barre son nom de ma liste. Parfait. Je mets mon calepin dans mes poches. Parfait. À partir du moment où est-ce que tu arrives et que la plupart est extirpée, Christina Junker vous indique que tu peux descendre en bas, prendre part à commencer à ton activité quotidienne. Puis avec toi, il y a Vic Lapoisse, qui est pour toi l'équivalent, non pas d'un mentor, mais qui, depuis... Tu sais, c'est pas la première fois que tu fais une expédition de ce type-là avec lui. Vous l'appelez Lapoisse parce qu'il est excessivement malchanceux dans ses situations. Il s'en sort toujours. Il a toujours la chance de pouvoir passer au travers, sauf que c'est tout le temps celui qui se met les pieds dans les poulas. C'est tout le temps celui qui va échapper sa ration à la cantine. Il y a cette aura-là de bad luck, un peu clumsy dans son attitude. La barbe n'est pas faite. Une barbe très, très parsemée, un peu grêlée, avec certains nœuds à l'intérieur de sa barbe. Il y a une coupe très, très coupée, un peu comme au couteau, si on pourrait dire, là, très, très rough. Puis, une des choses qui le caractérise, c'est l'une de ses bagues qui appartient à sa femme. C'est son jonc de mariage qu'il a, et c'est une femme qu'il adore et qu'il a toujours l'occasion de pouvoir parler de la belle Luna. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent avec nous dans la ruine? On est juste nous deux. Pour l'instant, vous êtes vous deux, mais tu sais très bien que dans les heures auparavant, il y en a d'autres qui sont descendus. Il y en a d'autres aussi qui vont descendre après avoir mangé. Tu sais, il n'y a pas d'horaire. Ben, tu sais, le juge n'ira pas te chercher pour dire tu t'en vas travailler. Tu sais, t'es autonome dans ce monde-là. Là. Il y a déjà assez de contraintes dans la vie en général que là-dessus, il vous laisse... Tu sais, t'as encore le temps si tu voudrais aller t'entretenir avec Christina Junker, avec le Chroniclers, sens-toi bien à l'aise. Ben, je pense que Kif est assez tourné vers la tâche. Là. Fait que, surtout que son objectif, c'est d'accumuler sa paye pour pouvoir la dépenser dans l'objectif de... Le leitmotiv de mon personnage, c'est trouver la personne qui m'a fait exploser la face. Ouais. Fait que c'est sûr et certain que chacune de mes actions vise cet objectif-là. Puis si j'ai accepté un contrat pour sortir des artefacts ou de la scrap d'une ruine, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Je suis pas ici de me faire des amis. Parfait. Donc, une fois que la plaque est dégagée, que tu vas aussi aider la plupart des autres ferrailleurs à tasser le stock puis pour que Zoom puisse être en mesure de trier déjà ça. Toi puis Vic, vous vous asseyez sur cette grande plaque-là. Quelque temps après, il y a deux autres Scrappers qui se rajoutent sur cette plaque. Puis tranquillement, Christina fait « Tu peux les faire descendre. » Puis... Et tu descends à l'intérieur de cette grande embouchure. C'est un trou d'environ, on va dire à peu près 8 pieds par 8 pieds. C'est assez grand. Il y a de grands morceaux de métal et de béton encore aux côtés. Au début des ruines, c'était une énorme cage d'escalier que vous avez retirée marche par marche. C'est tuyau par tuyau pour récupérer les matériels et ça vous a donné un accès pour descendre des plaques et pour pouvoir
remonter de plus en plus de matériel via cette grue-là. Vous descendez à peu près au moins 2 bons étages de profondeur à l'intérieur de cette ruine-là. Et déjà, lorsque tu arrives, la lumière et la poussière est très lourde. Tu sais, il y a une... comment je pourrais dire ça? T'es dans un endroit où est-ce que les gens travaillent de manière continuelle à scier, couper, dépecer des choses. Tu reconnais l'endroit, pour en avoir fait plusieurs, comme étant les vestiges d'un magasin à grande surface. Nice. Le plafond, la plupart des tuiles sont déjà démontées, le filage principalement arraché, les étalages complètement vidés et commencés à être démantelés pour être capable de remonter le fer qui pourrait s'y trouver. Les seules choses que vous ne prenez pas la peine d'aller chercher sont les choses qui sont trop corrodées ou qui se cassent, qui sont trop cassables, que vous laissez là, dans un énorme coin de détritus qui sera là in vitam aeternam, oublié, puisque une fois que cet endroit sera vidé de tout son contenu, le trou ne sera même pas condamné. Vous allez partir avec le matériel et vous allez l'apporter à Justicienne la Juste. Donc, pour l'heure, juste te donner un endroit, un peu de visuel à cette grande place dans laquelle vous êtes. Il y a à peu près une douzaine de scrappers qui sont en train de démanteler des choses. Juste au loin, tu vois et tu remarques différents câblages qui tombent, oui certes, mais il y a toute la rangée de droite qui se trouve à être de petites ampoules qui relient un grand réseau électrique qui mène jusqu'à une génératrice qui se trouve à peut-être 60 ou 80 mètres plus loin dans cette grande salle-là qui commence à être vide de toute âme. Vic t'interpelle. Il fait « Tu viens me donner un coup de main avec cette génératrice? » C'est sûr, la poisse, je te laisserai pas travailler seul. Puis tu vois qu'il sort une grande batterie qui a été rechargée pendant la nuit par le Chroniclers qui était là pour recharger. Il a utilisé des panneaux solaires. Et il y a plusieurs batteries qui sont comme ça en alternance pour pouvoir assurer un maintien électrique à l'intérieur des ruines pour éviter aussi la présence de flammes, parce qu'il y a très peu d'oxygène, ça donnerait très peu de lumière. Donc, le réseau électrique est l'endroit par excellence pour être capable de pouvoir établir une certaine sécurité. C'est la poussière. Ouais, c'est ça, c'est la poussière qui est en train d'envahir mes voies respiratoires. Donc, tu te diriges tranquillement avec Vic et fais-moi un test d'instinct et de perception qui sera ton premier jet de ce matin. That's it. T'as pris mon meilleur skill en plus. 2, 3, 4, 5. Donc, dans Dead Genesis, pour ceux qui n'ont jamais joué, on roule uniquement des D6. Et Sam, 4, 5, 6 sont des succès. 1, 2, 3 sont des échecs. Exactement. 1 est un échec critique et 6 est un succès critique. Exactement. Donc, en fait, on va vérifier premièrement si tu réussis, qui est une difficulté de 2. Donc, sur la quantité de dés que tu as lancé, tu as besoin d'avoir au moins 2 dés qui ont un résultat de 4, 5 ou 6. Alors, j'ai 3 succès, dont Parfait. un critique qui est un 6. Parfait. Donc, quand il y a des 6, comme tu l'as mentionné, ça donne un résultat qui est exceptionnel ou ça donne un meilleur résultat. Donc, tu as un total de 3, dont un déclencheur qui va donner un assez bon résultat. Quand que tu balais du regard, tu remarques que ce matin, les gens sont dans un entrain qui est plus rapide qu'à l'habitude. Ils le savent qu'ils sont dans les derniers milles. La pièce est pratiquement vidée. Il n'y a pas de corridor. Il n'y a pas de... Il reste à l'œil lorsque tu regardes le travail qui a été accompli durant la nuit. Ce soir, le travail sera terminé.
Oh. Donc, si vous êtes chanceux, à la fin de ton quart de travail, tu vas pouvoir aller dormir, manger un bon morceau de chair de Gendos, puis ensuite de ça, le lendemain, repartir vers Justicienne, prendre ta paye et pouvoir continuer de chercher l'homme qui t'a défiguré à jamais. Donc, ils sont dans un entrain qui est très, très fort. Certains sont montés dans des échelles, puis continuent à chercher. Il y a un rythme qui est très, très, très soutenu. Les lumières sont très, très faibles, peut-être à 15-20% de leur capacité habituelle. C'est vraiment un moment idéal pour être en mesure de changer cette batterie qui est en fait qui est indispensable là, à la survie des gens qui sont en bas. Une des choses qui te remarque avec le trigger, c'est que l'homme avec qui travaillait le corps qui est remonté, pour les bienfaits de la cause, le nom que tu as rayé tout à l'heure, c'était le corps de Adalbert. Rip. Et tu remarques que la personne avec qui il travaillait en duo, au même titre que toi, tu travailles souvent avec Vic, la personne qui l'accompagne, qui était Leslie. Est-ce que c'était sa compagne? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est une amie lointaine? Est prise d'une rage colossale et est en train de frapper pour démonter une grande poutre qui est au-dessus d'elle. Puis, Puis elle prend une grande place. Et Vic te regarde tranquillement, fait: elle fait pas du tout attention. Elle va nous mettre tous en danger encore une fois, cette garce. J'y crois que je vais tenter d'aller la voir. Et Leslie, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, merde? Je suis désolé pour Adalbert. Fais-moi un test de charisme et d'expression, s'il vous plaît. Et puisque tu es complètement défiguré, je crois que tu enlèves un succès à chacun de tes jets en charisme, sauf en or. C'est bien ça? Exactement. Alors, j'avais un succès critique et je suis réduit à 0. 0 succès. Puis tu vois qu'elle arrête et tes paroles n'ont eu aucun impact. Elle te regarde et elle fait: on va être combien à crever dans ces ruines pour le profit des juges? Probablement plusieurs. Je Écoute, suis à bout. je suis ici pour ma paye, tout comme toi. Et à force de donner des coups dans cette poutre, elle va nous tomber sur la tête. Puis tu vois que... Et puis, plus vite est-ce qu'on démonte cet endroit, plus vite où est-ce qu'on retourne à Justicienne. Puis elle s'élance encore à donner des coups. Ping! 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 Et plus vite tu démontes cette poutre, plus vite tu iras rejoindre Adalbert. Alors allez, on tempère un peu les ardeurs. Puis tu vois que la prise de bec commence à attirer les regards des autres scrappers qui ralentissent un peu la cadence. Puis la plupart appuient totalement tes propos et ceux de Vic. Allez, Leslie! Tout le monde est triste. Mais on ne peut rien faire. Il est mort, de toute façon. Tu vois qu'il est dans une rage, puis qu'elle pioche, puis qu'elle pioche, puis qu'elle pioche. Je vais te demander de me faire un test d'instinct et de survie, s'il vous plaît. On va tous mourir! My, j'ai boosté ça, moi, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 10 dés à rouler. Instinct survie, c'est ma stats. Je suis un survivaliste. Très bon choix pour un scrappy, by the way. Thanks. Ça paye. 4 succès. Aucun critique. Parfait. Puis tu vois là, que plus qu'elle donne des coups avec sa grande massue comme ça, elle est à deux mains, puis elle varge directement sa poutre, puis tu vois qu'il commence à y avoir une fissure, puis que puisque le morceau commence à se déplacer,
Elle double d'efforts. Elle varge, elle varge, elle varge. Fais-moi un test d'intellect et d'engineering, s'il vous plaît. Ce sera pas une longue game. Un succès, dont un critique. Fait que j'ai un 6. T'es incapable de voir à quel point cette structure-là est indispensable pour la totalité de la structure. Par contre, il y a une chose que tu te rappelles, c'est indissociable. Vous êtes 2 étages plus bas sous terre. Peu importe quel élément de la structure qui commence à tomber, c'est excessivement dangereux pour la sécurité de tous. Et à partir du moment où est-ce que tu t'enlignes probablement pour l'arrêter ou que elle lance un dernier coup sur la dernière poutre. Ah! Attention! Et tu te fais pousser par Vic. Tu te fais pousser par Vic directement au sol dans un endroit rempli de pénombre. Il fait noir. Tu n'entends plus rien. Et c'est ainsi que l'on va terminer cette première partie. Oh non, je suis pris dans le sous-sol. Puis j'ai pas Dark Vision. Oh. Non, t'es pas un elfe. Non. Hey, belle entrée en matière, Sam. Très cool. Pas si pire, pas si pire. Au contraire, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me permets le mot de la fin pour cette première aventure, Sam. Allez-y, allez-y. Chers auditeurs de Rage 2D, c'était le premier épisode de Genesis. J'espère que vous avez apprécié cette ambiance sombre et un peu sale. Ce qui est intéressant, c'est que comme on veut vous faire découvrir ce jeu avec passion et ardeur, le deuxième épisode devrait être disponible tout de suite. Comme là, maintenant, quelque part dans cet écran, ça apparaît. Clique et écoute. Bench. Allez, on vous remercie d'avoir été au rendez-vous et on se dit à la prochaine. À tout à l'heure.